J'ai fait 10 années d'introspection, à essayer de déstructurer le monde moderne. Voilà, je me suis pris pour Jésus, je suis devenu con et dogmatique. Il y en a, ils s'inventent des douleurs hein, parfois. Hein. On m'a volé mon Lego quand j'étais gamin. Ça va quoi, il y a des trucs. Voilà, tu vois, il y a des gars, ils ont pris des vrais coups de latte, quoi, des vraies histoires. T'as été dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que tu ailles rencontrer l'être à l'intérieur de toi et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre les deux. La solitude, ce qu'on appelle le solopreneur, le gars qui a son business tout seul, personne n'en parle, mais c'est un gros. Ah bah grave. T'es tout seul, tes décisions, des fois, moi je demande à des gens, ils se connaissent rien. Et il est là, mais je fais ça ou pas? Ouais, bon, vas-y. Bah justement, je contourne le système médiatique parce qu'on me fait passer pour un cocaïnomane dépressif, ouais. Alcoolique. Un ancien dieu du stade raconte sa descente aux enfers. Mais va te faire foutre sans déconner. Bon, première question la plus importante, comment ça va? Ah bah nickel. Tout va très bien dans une vie personnelle et professionnelle. Espèce de montée en puissance qui est assez géniale. Et voilà, la vie est belle, c'est cool. D'accord, on va voir ça, on va avoir une vie bien remplie. Alors pour ceux qui connaissent pas, tu me rectifies si je dis des conneries. Donc Raphaël Poulain, né le 16 août 80 à Amiens. Je vous laisse faire le calcul pour l'âge. Surnommé, alors là c'est pour les amateurs de rugby, Lolo Moublanc, ou c'était cheval aussi, hein? Ouais, le cheval fou. J'ai avec les noms Poulain, j'ai dire, t'as tous les jeux de mots à la con, et sur France Télé, sur Canal, il y a tous ces bons comme du chocolat, enfin, voilà. On me comparait à Tana Umaga et à John Alomou. John Alomou, il faisait 10 kilos de plus, 20 kilos de plus, ouais. 10 centimètres de plus. Et Tana Umaga, il savait faire des passes. Mais j'y ai cru à ça, parce que voilà, j'avais ce gabarit qui fait que ça se passait bien pour moi, fut un temps, donc, ouais, c'était des comparaisons qui étaient plutôt flatteuses, ouais. Tu m'arrêtes par ici, je dis des bêtises, donc t'as été quand même connu pour ça à la base, rugbyman pro de 98 à 2005. Ouais. De toute façon, on va en parler. 3 fois champion de France, vice-champion d'Europe. T'es conférencier depuis 2012, je me suis noté. Coach mental, t'as été consultant, tu me dis, on en a parlé, c'est arrêté de Poulain Rafut. T'as écrit le livre Quand j'étais Superman, que moi j'avais lu il y a bien longtemps. Il y a 12 ans. Que j'ai eu plaisir à relire cette semaine. T'as aussi fait, parce qu'il faut aussi le dire, t'en parles souvent avec dérision, 5 fois les calendriers du stade. Ouais. T'es acteur, comédien, tu caractériserais ça comment? Non, pas acteur comédien, ça c'était un fantasme au sortir de ma carrière. On va en parler. Ouais, j'ai fait 2 ans, mais aujourd'hui, non, c'était moi, mon but dans ma vie, et bien sûr qu'on va en parler, c'était d'être acteur de ma vie, et puis être spectateur. Donc aujourd'hui, je le suis à la fois sur scène et dans la vie, et c'est plutôt agréable. Speaker TEDx, je pense que j'ai rien oublié, donc voilà, il y a matière à parler. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour, alors rapidement ça va être dur, mais ton histoire, ton parcours, comment t'en es arrivé à faire un petit peu toutes ces choses-là? Tu l'as bien résumé, dans le paraître, on aurait tendance à se présenter avec les titres, avec les calendriers, les pom-pom girls et tout ça, tout ce qui fait un petit peu rêver, mais non, j'ai un parcours qui peut paraître caricatural, mais qui est la vie de tous et toutes en fait. C'est et voilà, une enfance en Picardie. Je connais rien d'autre que les vaches, leur bouse, mon marronnier centenaire, les maquettes de mon père, voilà, mon fidèle destrier BMX. Et puis du jour au lendemain, mes parents me mettent dans une école catholique à 20 km de chez moi. Voilà, je fais 10 ans à l'institution du Saint-Esprit, puis j'ai un gabarit qui pousse. Je rêvais d'être motard dans la police et je suis devenu rugbyman professionnel à Paris à 19 ans. J'ai joué mon dernier match amateur à un moment extraordinaire parce qu'on est champion de France Réchelle avec une génération de malades. Et c'est le dernier match avant que l'enjeu ne dépasse le jeu. Et après, 3 semaines plus tard, Max m'appelle au 22 rue Boileau dans le 16e arrondissement et il me dit « il faut que je te parle ». Et je sors de son bureau, je suis rugbyman professionnel et j'ai 19 ans et 1 mois. J'ai pris 8 kilos de muscle en un an sans me doper pour faire plaisir à Bernard Laporte. Et j'ai remplacé Domi, en fait, quand Domi part en Coupe du Monde 99, je le remplace à l'aile du Stade Français. De l'autre côté, t'as Thomas Lombard, puis t'as des mecs, des fatigués, des malades. Et moi, j'arrive à 19 piges. 2 ans auparavant, j'enlevais des betteraves montées dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette. Et je me retrouve à jouer devant 10, 15 000 personnes dans les stades. Donc, carrière lancée, beaucoup de blessures. Ouais. Pas mal de pépins physiques. J'arrête ma carrière un peu j'avais découvert le théâtre au collège, au lycée, donc j'ai fait un peu de théâtre et de cinéma pendant 2 ans. Je suis revenu une année au Racing où j'ai fait 8 déchirures, j'ai pas joué de l'année et là j'ai rencontré la philosophie. Puis alors là, j'ai fait 10 années d'introspection, à essayer de déstructurer le monde moderne. Voilà, je me suis pris pour Jésus, je suis devenu con et dogmatique. J'ai fait un burn-out, j'en suis sorti et puis voilà. Et aujourd'hui donc papa, voilà. 2 fois. Avec papa 2 fois, ouais. J'ai 2 petits gars. Et puis comme tu l'as dit, conférencier. Et là j'ai un projet de monter sur scène. Tu vois, j'assume un peu mon rêve d'adolescent, parce que mon rêve de gosse, je te dis, je rêvais d'être motard dans la police, et heureusement que j'ai jamais eu de moto, parce que tellement j'étais con que au premier virage je me serais planté. Donc voilà un peu le trajet. Sachant que toi t'as été quand même à l'avènement au début du rugby pro et du Stade Français aussi, ça a été le grand Stade Français quoi. Ouais, bah c'est Max qui a repris le club en 92 pour la genèse de l'histoire. Il reprend le club en 92 et chaque année il va chercher les bons mecs pour franchir les étapes pour atteindre en 98 le Saint Graal, le bouclier,
avec les Gimbert, Simon, Moscato, Lombard, Dominguez, Combat. Putain, c'était avec ces gars-là, toi. Ah ouais. Et moi, j'arrive l'année d'après, on est champion de France Réchelle l'année d'après, avec Momo Blin, Pierre Rabadan, Salim Tebani. Et là aussi, Seb Gérard, j'aimerais tous te les citer parce que... C'est vrai que t'étais jeune, là, aussi. C'était ouf. Pro à 19 ans. Et juste avant, donc moi, je suis surclassé dans cette catégorie, avec Pierrot Rabadan, d'ailleurs, on est surclassé. Et on vit un moment extraordinaire. C'est-à-dire une génération qui avait perdu qu'un match dans l'année. Moi, je suis arrivé pour faire les 3 derniers matchs. Et je suis au milieu d'un mec, d'un groupe de types cintrés complet. Et l'année d'après, je deviens rugbyman professionnel. Donc, tous les voyants sont ouverts. Ouais. Et puis, voilà. Question, du coup, mais t'as peut-être pas de réponse. Pourquoi être devenu rugbyman pro? Je te dis, j'enlevais des betteraves montées dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette à 17 ans. Et à 18 ans, on me dit, j'ai un gabarit. Je suis pas obligé, je sais pas faire une passe. Plaquer un mec, c'était lunaire pour moi. J'étais arrière, donc je marquais 3 essais par match. Faut, pour ceux qui connaissent vraiment pas ou qui s'intéressent au rugby, faut lire le bouquin. Non, faut vraiment lire le bouquin. Il est écrit, voilà, c'est cru, c'est bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Il y a pas de fil, donc voilà, faut lire le bouquin pour comprendre ça. Mais t'es devenu pro par hasard, quoi. Oui. J'ai pas été dans un centre de formation. Non, je suis arrivé à Beauvais. Je fais un tournoi en Belgique. Les mecs m'ont dit, il y avait un mec ancien du stade qui a appelé au stade. Il y a une machine à Beauvais. Et je suis arrivé à Paris, à Jean-Bouin. J'ai pété 2 clavicules. Et puis, il y avait Luc, mon meilleur pote avec qui j'ai commencé le rugby, qui est toujours mon meilleur pote. Et il y a mon père. Et à la fin de l'entraînement, je suis avec tous les deux. On est tous les 3. Et là, il y a l'entraîneur qui vient me voir et qui dit, mais tu passes ton bac, on te prendra pas sans le bac. Ah oui, mais tu passes ton bac et puis on veut bien que tu signes au stade. Et je me barre dans les vestiaires et il dit à Luc et à mon père, on le prend avec ou sans le bac, il est énorme et voilà. Donc je monte dans l'espace de mon père, bien motivé à passer mon bac, et Luc me glisse à l'oreille, ils te prennent avec ou sans le bac. Donc j'ai plus rien branlé pendant 3 semaines. Et tu l'as eu quand même. J'ai eu mon bac et je débarque après à Paris et voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Et pourquoi être devenu, alors je sais pas comment tu vas le caractériser, comme ça on le caractérisera pour toutes les questions, mais coach, conférencier, coach mental, le terme que tu veux qu'on utilise. Ah, choisis. Non, mais je suis conférencier, coach mental, j'ai fait la formation de coach mental, mais parce que j'étais en fait j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie quand Richard Esco, qui est mon mentor, qui est journaliste à l'équipe et philosophe, m'a dit, t'as été dans le paraître pendant 27 ans, va falloir que tu ailles rencontrer l'être à l'intérieur de toi et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre les deux. Et il me tend un bouquin de philosophie qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry. Je le lirai. Oui, moi, le dernier bouquin que j'avais lu, comme toi peut-être, c'est le Père Goriot pour le bac français, tu vois, 20 ans plus tôt. Et donc je me suis plongé à âme perdue dans la philo, la mythologie, la psychologie, la psychanalyse, pendant 5 ans. Et au milieu de ces 5 ans, j'ai repris des études de philosophie et de psychologie. Non, j'ai fait 5 mois, donc je vais pas me prendre pour Nietzsche non plus, mais... Et j'ai fait une formation de coach mental. Mais cette formation, elle n'était pas pour devenir coach, c'était pour comprendre encore et encore l'homme que j'étais au milieu de cette société, au milieu de ce monde. Et voilà, et j'avais besoin, moi, d'avoir un retour à moi, en mode introspection à travers tous ces outils de coaching. Bon, le problème, c'est que j'en suis devenu con et dogmatique. Mais je suis allé au bout de quelque chose aussi à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, oui, je suis conférencier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je suis spécialiste de rien du tout, surtout. Tu partages ton histoire. Ouais, je partage mon histoire, je partage les outils de coaching qui m'ont permis aussi de m'en sortir, je partage de la philosophie, je parle d'amour, je parle de vulnérabilité et voilà, de ce que je considère comme être un homme moderne. Ça veut dire se connaître, s'apprendre, tomber, se relever et puis voilà, mais tout ça, tous ces outils m'ont permis de m'en sortir. Donc aujourd'hui, je les partage simplement sur scène. Ouais, tu dis que t'as fait que 5 mois d'introspection, mais t'as des gens, ils font même pas 1 heure, hein. J'ai fait 5 ans d'introspection. 5 mois, t'as dit. Ah non, 5 ans. 5 ans, pardon. Je fais de... T'as des gens, ils font même pas 1 heure, hein. Ah non, mais c'est parce que c'est très compliqué, ça fait Bien flipper sûr. le bordel. Mais oui. Donc entre moi, décembre 2007 et septembre 2013, où je rentre en dépression, pendant 5 ans, c'est 100 bouquins de développement personnel, des formations, je fais de l'analyse transactionnelle, je fais une formation de méditation transcendantale, je fais, voilà. Donc je me remplis, mais le problème c'est que je suis creux à l'intérieur. En fait, je m'étais formé à une carapace de mec super gaillard pendant 27 ans, et là je me forme une carapace de mec super intelligent en apparence. Et je te dis, ma femme est arrivée avec une petite aiguille, elle a dit, t'es devenu un gros con, c'est fini. Elle avait sa part de responsabilité. Ta femme d'aujourd'hui. Qui est ma femme d'aujourd'hui. Oui. Ah ben, qui en a elle, qui justement, tu en veux de l'héroïne aussi, là, elle en a pris plein la gueule. Ouais. Selon toi, rapidement, comment est-ce que le conseil que tu pourrais donner avec ton expérience, on va parler des deux, à la fois du côté rugbyman et à la fois du côté coach consultant, comment est-ce qu'on devient rugbyman pro aujourd'hui? J'ai pas de conseil à donner. Comme on me dit, est-ce que t'as des regrets dans ta vie? J'ai pas de regrets parce qu'aujourd'hui j'accepte l'homme que je suis, je me sens bien, donc si t'enlèves un quart du tiers de la moitié de l'histoire, elle a plus la même gueule, donc j'ai pas de regrets. Et je n'aurais pas
J'acceptais pas qu'on me donne des conseils à 18 ans, quoi. Un grand problème d'ego. Hein. Tu vois, là, j'étais grigo, boursouflé, dégueulasse. Pas de conseils. C'est pour ça que moi, je vous raconte l'histoire. Ouais. Maintenant, libre à chacun et chacune de prendre ce qu'il veut. Mais j'ai pas envie de vous dire, si vous faites ça, vous allez arriver là. Ouais. Parce que la vie, c'est pas ça, quoi. Et aujourd'hui, t'as des spécialistes de tout et de surtout pas grand chose. Et que moi, je veux surtout pas rentrer dans ce domaine-là. Parce qu'avant 2013, je me prenais pour Jésus. Tu vois, je disais, il y a 3 formes d'amour, faut s'aimer en filae, Mais le problème, c'est que tu vois le truc. Et je me prenais pour un spécialiste. Et comme je dis, l'ego était gonflé à bloc. Aujourd'hui, je parle de moi. C'est la seule chose que je connaisse dans la vie, c'est moi. Ouais. Je vais pas aller parler d'un autre ou d'aller voilà, j'ai pas fait de formation, j'ai pas été en école de commerce, donc je vais pas aller dire si vous faites ce truc de marketing. Non. Mais je dis, il y a peut-être d'autres formes d'amour. Voilà, d'accepter sa vulnérabilité, c'est bien pour les hommes. Accepter le droit à l'échec, arrêter de penser qu'avec ses couilles et son cœur, y mettre un peu de tête, un peu de cerveau, un peu de tronche. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de devenir l'homme que je suis. Donc, mais d'aller filer des conseils. Deuxième question, tu vas l'aimer. Du coup, comment alors, si on veut pas devenir rugbyman pro, comment est-ce qu'on devient un coach mental ou conférencier ou des choses comme ça? Mais moi, ça s'est imposé à moi. La philo s'est imposée à moi. Écrire un bouquin, je pensais pas en écrire un bouquin. La genèse des conférences. T'as passé combien de temps, pardon, je te coupe pas, écrire ce bouquin? J'ai passé 2 ans seul et une 3e année à réduire 700 pages en 250 avec Thomas Saint-Tourin, qui est le mec avec qui j'ai synthétisé ces 700 pages. Parce que 700 pages, ça dégueulait de partout. Ouais. Et mon agent littéraire m'avait dit, si tu veux que ton bouquin sorte, il faut que tu bosses en équipe avec Thomas Saint-Tourin. C'est pour ça, hein. C'est pas les bouquins, des fois il est long, il y a de la matière, quoi. Ouais, mais... T'as des bouquins, des fois, tu connais les anciens sportifs, les anciens stars, machin, des bouquins. Là, il y a une histoire, quoi. Et ça dégueulait de partout, tu vois, que je me souviens, en 2010, je me balade dans Paris la nuit, je voulais devenir clochard, tu vois, parce que j'avais... Ouais, tu en parles dans le bouquin, et à 9h, tu te cailles, tu rentres. Ah, je me pèle le fion, non, et 8h du matin, je rentre, ma femme est en train de dormir, enfin bref, et j'avais écrit toute la nuit sur mon téléphone portable. Je prenais des pigeons morts en photo, truc, mais voilà, mais je me baladais dans Paris. Je me suis retrouvé devant mon ancien appartement dans le 13e arrondissement et je me suis revu blond décoloré à 18 ans, ce petit gamin qui me dit après quoi tu cours. Et j'ai continué à écrire et j'écrivais sur mon ordinateur. Quand je déménage, mon pote Luc, mon meilleur pote de Londres à Montpellier, et ben je suis là avec mon ordi, lui il roule à 140, voilà. Et puis moi je prends le volant après, puis je lui dis tiens écris ça, j'ai oublié un passage, j'aimerais bien parler de Marc Session dans mon bouquin et tout. Et en fait j'écrivais de partout, ça dégueulait sans savoir que j'allais en faire un livre. Et mon agent littéraire, Antoine Audouard, a dit, tu rencontres Thomas Saint-Tourin, et puis voilà. Et au début, t'es un peu réfractaire parce que t'as envie qu'il y ait les 700 pages. T'as envie de faire le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et puis, moi, j'avais pas les compétences pour synthétiser. Il fallait synthétiser. Et on est passé d'un marronnier, on a fait un bonsaï, on a fait un vrai travail à 4 mains. Il a conservé mes écrits, j'ai accepté sa patte, et on a sorti le bouquin en équipe, quoi. Donc on a mis 3 ans en tout. Est-ce que ce bouquin, ça a été une thérapie? Oui. Ouais? Oui, mais alors... Il fallait que ça dégueule. Mais la thérapie, il fallait que ça sorte. C'était obligé. C'est dur de simplifier après un livre, d'en enlever. Après, là, si t'étais une époque où t'étais au fond, ça devait dégueuler de partout. Complet, mais grave. Mais oui, c'est comme... Et puis quand mon bouquin sort, je suis pas encore en dépression. Je suis en introspection. C'est avant ça? Oui, le bouquin sort. Après, justement, je contourne le système médiatique parce qu'on me fait passer pour un cocaïnomane dépressif, alcoolique. Un ancien dieu du stade raconte sa descente aux enfers. Va te faire foutre sans déconner. J'ai écrit pendant 3 ans. Et toi, tous les journalistes de toutes ces chaînes, le pire c'était M6, la totale, jambon fromage, c'était cocaïnomane dépressif alcoolique en 1 minute. Et moi je me suis dit, le système médiatique il existe, voilà ce qu'on vous vend. Moi je vais contourner le système et je vais commencer à faire des conférences. Et j'ai fait des conférences, donc le bouquin marche bien, on est en 2012, je fais 7-8 conférences. Et dans le paraître, je suis là. J'ai le bon discours, tout le monde adore. Mais dans l'être au quotidien, je me comporte comme un connard à domicile. Même encore là. Là, on est en 2012. Ah, mais même quand tu fais les confs, les choses comme ça. Ah oui, t'es au début, mais une fois de plus, c'est inconsciemment, c'est regardé comme je pense bien. D'accord. Ah, puis en 2013, je t'ai dit, le 18 septembre 2013, Julie était dans le sud de la France, on s'appelle, et elle me dit, voilà, c'est terminé. Moi, je l'avais plaqué 20 fois, elle m'a dit, il a suffi d'une fois. Où là, je suis dépression. Là, j'ai explosé de partout, ça dégueulait de partout, les émotions, je chialais, je pleurais. Et je fais cette tournée des pôles espoir, où il y a cette fameuse vidéo qui tourne, qui s'appelle Quand j'étais Superman sur Internet, qui est vue des millions de fois. Celle de 6 minutes? Ouais, de 7-8 minutes, ouais. Et en fait, mais je suis au fond de la gamelle. À Marcoussis, les jeunes, c'est ça? C'est à Marcoussis, ça c'est juste avant qu'elle me plaque, au mois de juin. Ouais. Et en septembre, je fais la tournée des pôles espoirs, parce que c'était prévu avec la Fédé. Ouais. Mais je suis au fond de la gamelle. Je pars en voiture, je fais 10 conférences dans les pôles espoirs, je suis au fond du sac. J'ai perdu 10 kilos, je suis seul, tu vois. Je pense qu'elle m'appartient, mais elle refait sa vie dans le sud, enfin voilà, puis elle est dans son délire. Au fond de la gamelle. Elle a ramassé, quoi, si elle t'a eu pendant des années. Non, mais elle a ramassé, et moi j'ai ramassé aussi de ses comportements. Et aujourd'hui, tu vois, si on va un peu plus loin dans l'histoire,
On est ensemble, on a 2 enfants, mais elle a eu aussi cette capacité de se remettre en question. Moi, je l'ai eu, c'était vital. Et qu'elle, elle l'a eu aussi. Parce que si elle l'a pas et que t'avances sur ton chemin et qu'au bout d'un moment, l'autre fait pas aussi l'effort de se regarder en face et prendre sa part, parce qu'elle en a chié, mais j'en ai chié aussi avec elle, bah sinon t'avances pas, quoi. Donc j'ai eu cette chance aussi qu'à un moment donné, elle puisse aussi, elle, de son côté, retourner le miroir. Et voilà, et ça va. Comment t'as fait? Et si tu veux le partager, les conseils, mais apparemment t'aimes pas donner les conseils. Mais ça tombe bien, je vais t'en demander plein du coup. Non, comment est-ce que t'as fait pour apprendre à te connaître, à se connaître réellement, ou les conseils, ou des outils, des livres, machin, ce que tu veux. Comment t'as fait pour te connaître, ou comment tu te dirais, ah, ça serait bien de se connaître Déjà, c'est une éducation. Je pense qu'il y a une ouverture aussi en famille, on a une ouverture et on a eu aussi une propension à s'y intéresser parce que ma mère est tombée malade en 2006. Elle a eu un cancer qui l'a maintenu 11 ans à devoir se battre avec autre chose que la chimio. Il y avait la chimio, mais aussi voilà, il y a le côté spirituel, de se connecter à soi-même, l'importance de la psychologie. Donc on l'a découvert grâce à ma mère en 2006 et puis Perrine aussi qui est ma deuxième sœur en fait. Moi j'ai 2 grandes sœurs. Et Perrine aussi qui est partie un petit peu sur ce chemin, ma sœur qui était éducatrice spécialisée, moi qui sortais du rugby et puis cette découverte de la philo. Donc je me suis plongé en introspection parce que j'avais besoin de comprendre les cicatrices déjà que j'avais, tu vois, du rugby, mais d'avant. Que je savais que je trimballais des trucs. Et quand tu découvres la philosophie, enfin comme moi j'ai pu la découvrir, t'ouvres la boîte de Pandore. Là tu te rends compte que l'enfer c'est pas les autres, c'est toi. C'est ton ego qui est posé au milieu et qui se bat avec son épée en mousse dans la forêt épaisse et noire, tu vois. Et c'est toi, c'est qui disait l'enfer c'est les autres. Ouais, c'est très connu. Ouais, tellement connu qu'on s'en rappelle plus. Oui, et puis ça va nous revenir, mais c'est pas Malraux, c'est putain, mais ça tu vois si je le sors pas maintenant, on va faire encore un. Plus tu cherches, moi tu vois absolument le monteur vidéo. L'existentialisme est un humanisme, c'est de Sartre. Et je pense que l'enfer, c'est les autres. Je me mouille pas. Je pense, attention. Si, c'est ça. Merci, ouais. On coupera au montage. Ou non, on va le laisser parce que c'est cadeau, ça tombe, c'est Nietzsche, on est en train de se déchirer, mais on s'en fout. Et donc, j'ai découvert, en fait, au fur et à mesure que, t'as ton ego qui est posé au milieu, puis tu joues des rôles pour tes parents, puis tu joues des rôles pour tes professeurs, pour tes managers, pour ta femme ou pour ton mec si t'es homo, tu commences à jouer des rôles pour tes enfants et tout ça. Mais le rôle principal de ta vie, t'y touches rarement. Parce que ça demande à enlever justement ce que Jung appelle la persona, voilà, des masques sociaux, tu vois, c'est voilà le rôle que je joue pour un tel. Et puis à un moment tu te retrouves mais t'as plus rien en fait. Donc t'es plus rien mais t'es tout en fait. C'est très très paradoxal. Donc moi je suis sorti de l'autoroute embouteillée on va dire en 2008 et j'ai pris mon chemin avec la philo avec ça et avec Julie aussi parce que l'autre était le miroir de toi-même quoi sur tes réactions et sur beaucoup de choses. Et puis voilà donc j'ai enclenché ce voyage qui ma seconde vie est arrivée on va dire en 2021, mais entre 2008 et 2013, entre 2008 et 2021, il y a introspection, dépression, mort, burn-out, sortie et résilience. Ouais. Aujourd'hui, on parle de résilience, c'est le mot à la mode. Ouais. Pour être en résilience, on a juste obligé que le chemin du deuil, c'est le déni, la colère, la tristesse, le fond de la gamelle, l'acceptation et la résilience. Quand t'as Macron sorti du premier confinement qui dit on va tous rentrer en résilience, t'as pas compris que le peuple, il est resté bloqué en colère, tu vois. Parce qu'il est... Et donc, le chemin individuel, il est là. C'est pour devenir une meilleure personne, faut faire le deuil de l'adolescent qu'on a été pour entrer en mode adulte. Moi, le problème, c'est que je suis passé de mode enfant à mode parent directement. Ouais. Donc, t'as la passion de l'enfant qui détruit, et t'as la raison du parent qui emmerde. Et l'équilibre entre les deux, c'est d'être adulte. Et donc, de piocher entre les deux. Donc, c'est ce chemin-là que moi, j'ai entrepris, et que je partage aujourd'hui, mais c'est pourquoi, j'en sais rien, pourquoi? Bah si, pour me révéler à moi-même aujourd'hui. Il y a un exercice que je pense que je vais faire, que tu partages dans ton bouquin, je trouvais ça génial, c'est demander à tes parents de décrire comment t'étais quand t'étais gamin, des choses comme ça. Est-ce que ça a aidé? Ça, moi, je l'avais déjà fait, des fois je leur pose des questions, mais quand tu étais gamin pour comprendre. Et ça, est-ce que c'est un truc qui t'a vraiment aidé? Ça, c'est un exercice que je voulais faire. Tu peux nous le développer un peu, ce que tu leur as demandé ou autre? Moi, j'ai demandé une lettre à mes parents. J'ai demandé à ce que mes parents m'écrivent une lettre sur ce qu'ils ont vécu, en fait. Avant mon arrivée, pendant mon arrivée, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et ma mère m'a écrit 7 pages, mon père m'a écrit 1 page. Et après on va dire que les femmes parlent moins que les hommes, mon cul. Mais tant mieux parce que j'ai pu savoir d'où je venais par rapport à ma mère, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle avait vécu dans son enfance, son adolescence, les traumatismes de sa vie. Et puis ce suicide en 83 quand j'ai 2 ans et demi, c'est le suicide de ma grand-mère maternelle. Ah, je savais pas ça. Non, mais c'est pas dans le bouquin ça. C'est pas dans le bouquin, mais c'est la lettre que j'ai décortiquée aussi après, de comprendre un peu. Donc les rôles que j'ai joués pour ma mère. Et puis le parcours de mon père aussi, avant que j'arrive aussi, tu vois, l'enfance, l'adolescence, la sortie de la guerre, son père qui part en Indochine et qui revient dans une malle, donc mon père a pas eu de père en 1950, il y a un truc qui s'est arrêté pour lui, donc est-ce qu'il a pas transféré sur moi quelque chose qu'il a pas vécu? Donc
Moi, le gabarit que tu mets ma mère d'un côté, là, tu mets mes parents comme ça donne 110 kilos, quoi. Mes parents sont pas gaillards. Donc je sais que j'ai porté quelque chose. Donc il a fallu poser un petit peu les valises et tout ça. Donc ces lettres-là m'ont fait du bien pour savoir qui j'étais aussi, le fils d'eux, comment j'allais devenir le mari d'eux ou le père d'eux, sachant que tu trimbales ce que tu as vécu depuis l'enfance. Et puis il y a eu d'autres traumas qui sont sortis depuis. Non, voilà, donc c'est de faire le deuil de ces passages où t'avais pas les armes en fait pour te protéger. Et maintenant je les ai, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, l'histoire de nos parents, mais plus largement c'est l'histoire de France. La manière dont on nous raconte l'histoire de France, tu vois. C'est d'où on vient, en fait. Moi, je viens de mes parents, oui, mais derrière, il y a des grands-parents, il y a des arrière-grands-parents, il y a des traumatismes, il y a des non-dits, il y a des viols. Et puis l'histoire de France, elle est pas toute rose, parce qu'on s'est pas libéré tout seul en 45, non. Donc on a été reconstruit aussi par le Maghreb aussi. On a fait venir des gens ici que maintenant on parque dans des endroits où on foutrait pas nos clébards. Je suis d'origine espagnole. Mais tu vois, voilà, donc tu vois, en fait, c'est qu'à un moment, comprends ton histoire de manière un peu plus objective, sans y mettre trop d'émotion, mais comprendre d'où tu viens. Donc moi, j'ai compris de mes parents, mais je me suis aussi intéressé à mon histoire de français, de souche, on va dire, persuadé d'être tout droit sorti des couilles d'Astérix. Mais non, en fait, non. L'histoire, elle est tout autre, en fait. L'histoire, elle est tout autre. Donc, pour arriver à être en résilience, donc d'accepter tout ça, ça demande par passer par des phases de colère, d'en vouloir à ses parents, d'en vouloir à la société, au monde. Et puis à un moment, t'acceptes ton rôle aussi, ta place dans tout ce bordel-là, tu pardonnes. Tu te pardonnes d'avoir été con aussi, et puis tu te connais différemment. Donc ces lettres-là, moi, elles font partie de mon processus de résilience et de tout ce qu'on veut, mais c'est génial d'avoir eu des parents qui ont pu aussi s'exprimer à leur manière. C'est savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Ouais, et savoir qui tu es aussi dans l'instant présent, parce que tout se passe là. On va aller sur du plus léger, là où tu te posais pas de questions. Raconte-nous rapidement ton ascension dans le rugby. Comment t'en es arrivé Elle était folle. Elle était folle parce que au milieu du Stade Français, donc qui se découvre professionnel, avec Max Goscinny qui est précurseur, avec un rugby à Paris qui dérange le rugby de clocher du sud de la France. Le rose, l'or, à l'époque, c'était... Le rose est arrivé en 2005, moi j'avais... Mais les calendriers, les pom-pom girls, le show, moi j'ai commencé à jouer à Jean-Bouin, je pense qu'il y avait peut-être 2000 supporters, et j'ai eu la chance de finir ma carrière au Parc des Princes, où on fait 3 matchs, on fait quart de finale de Coupe d'Europe, demi-finale de Coupe d'Europe contre Biarritz, qu'on gagne dans les arrêts de jeu par Domi, justement. Et on fait un match contre Toulouse avec un essai de 80 mètres de Juarias. C'est à la 88e, je crois, cet essai-là de Domi. De Domi, ouais. Et donc derrière, j'ai eu cette chance-là de vivre un truc fou avec l'évolution du rugby pro et surtout au Stade Français, quoi, avec une équipe de malades, une équipe de jobards. On s'entraînait on s'entraînait à Meudon, parfois à la Faisanderie, on faisait la muscu à Jean-Bouin, on faisait la vitesse à Jean-Bouin, la muscu à Géandré, enfin on était un peu partout. Et le seul endroit où on était connu, c'était dans le Marais pour le calendrier. Ailleurs, t'es pas connu, parce que c'est pas que rugby, on n'est pas une ville rugby. Donc, moi j'arrive au milieu de ça. 700 habitants, un petit village, du jour au lendemain, j'arrive dans une ville de 3 millions de carnassiers, le monde moderne, le rugby, tu as gagné de l'argent, et puis voilà. Moi je suis arrivé, le Blair moderne, hein. Je suis arrivé, blond décoloré, piercing, tatouage, voiture de sport. T'as pas plus Blair j'ai représenté la caricature du sportif Blair des années 2000. Je m'achetais des liquettes, tu vois, je me suis fait arnaquer par des mecs en bas de chez moi, à acheter des liquettes en pot de taureau qui puaient. Le mec, il me dit 3 gratuites, une 4e à 2000, à 2, J'en ai besoin de qu'une, dans la chèque 4. Ben oui. À 2000 balles. Donc, 3 gratuites. L'autre à 2000 balles. Ouais, viens, voilà. Mais le lourd à vie qui débarque de sa campagne, oui, je vais t'acheter tes manteaux. Il me dit, je sors du salon du prêt-à-porter à Porte de Versailles. On était en plein salon de l'agriculture. Et le mec, il sort avec ça dans son truc. Et je rentre chez moi, et là, j'habitais avec Pierre Rabadin à l'époque, et c'est encore une anecdote aujourd'hui. Pierre, il m'a dit, mais tu t'es fait arnaquer. Et c'est toujours resté. Parce que voilà, je débarquais dans un truc, donc tu prends la notoriété, tu prends tout dans la tronche, et puis tu dis, vas-y, mais donne, c'est génial. Ouais, mais c'est bien de l'avoir fait aussi. Ah, mais grave. C'est les gens qui critiquent, c'est les gens qui auraient... Enfin, moi, ce que je dis toujours, quand tu critiques quelqu'un, c'est qu'au fond, t'aimerais avoir une partie de ce qu'il... Ouais, je te disais, la notion de miroir. La notoriété, l'argent. Ouais. Et donc, extraordinaire, parce que c'est tarifié très rapidement. Parce que il est de 100 kilos, avec Aurore, avec Aurélien Rougerie, tu vois, en fait, c'est cette génération-là. Donc, on arrive, on pète des défenses, et puis c'est parti, une nouvelle génération qui arrive, quoi. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, à l'époque Laporte. C'est vrai que c'était Traille, Josion, Rougerie, toi, c'était que du lourd. Laporte à l'époque, c'est Limonberg, Grandis, il y avait des vrais tests, quoi. Là, t'avais des lignes de 3/4 parfois qui faisaient 100 kilos. Le plus light, c'était Brusque à l'arrière, quoi, à l'époque. Qui devait faire 92, 93 kilos. Moi, je me souviens, on est en France tous ensemble, et ça doit être en Irlande. Moi, j'avais chopé l'appendicite cette fois-ci, mais l'entraînement l'après-midi, mais des grands coups de latte. Donc, t'avais Pépito et Lorgueil, on se faisait des grands concours de trucs, et tu faisais 70, 80 mètres, et t'avais toute une génération qui était en train d'éclore.
Et je me souviens, dans le journal, avant de partir en Irlande, il y a marqué les espoirs du siècle. Et tu tournais la page, et Raphaël Poulain, l'espoir du siècle, Josion, Seb Chabal, tous les espoirs, en fait. Imanol, tous ces trucs-là. Et tous ces mecs-là sont allés en équipe de France, sauf moi. Donc la machine s'est enrayée quelque part, parce que trop de poids, parce que voilà, il y a eu des, on a expérimenté, c'est ce que disait Titi Dussautoir, on fait partie de la génération Frankenstein du rugby. Ah ben moi j'ai tout mis. Moi je fais 180 développé couché, c'est complètement con. 170 pardon. À l'aile, cool. Mais à l'aile, n'importe quoi, tu vois, complètement con. Mais oui, vas-y. Quand tu sais qu'au rugby, il vaut mieux arracher des ballons, faire du dos, des cuisses. Ouais, par contre, en refuge, j'étais pas mal. Eh ouais, voilà. Mais bon, après, quand je me suis pété le bras, en faisant un bras de fer, connement, t'avais là, je jouais avec un strap, un machin, un truc, je suis passé à 160, 150. Puis après, la machine s'est enrayée, et puis ouais, c'est assumé aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai envie de leur dire, mais je suis pas le seul responsable de ce qui m'est arrivé, quoi. Ouais. Donc, voilà. Fin de carrière, dernière année Racing où tu joues pas. Ouais. Comment après t'en es arrivé à devenir ce que t'es devenu aujourd'hui, on va dire, en consultant, coach, conférencier? Je sais pas quel mot on va utiliser. J'ai pas de statut social, c'est ça qui c'est pour ça que j'aime pas en mettre non plus. Mais j'ai tellement eu du mal à faire ce que tu fais pro au niveau aujourd'hui, et on va en parler un peu après. On va en parler. Je fais des conférences en entreprise, et puis j'ai pas de statut social. C'est ce qui peut déranger. Comment j'en suis arrivé là aujourd'hui? C'est l'éveil, tu vois, les prises de conscience aussi, les claques que j'ai prises. Parce que, comme tu dis, t'as lu le bouquin 6 opérations en 7 ans au rugby. Je suis passé par 3 ans d'ASS, c'est même pas le RSA, c'est l'ASS, tu vois, à 400 balles par mois pendant 3 ans. J'ai bossé au Resto du Cœur, alors que je pouvais en être bénéficiaire, mais je vais pas jouer à Cosette, tu vois. En fait, c'était mon voyage. C'est pour ça que tout est assumé aujourd'hui, mais j'ai été lâché en pâture très rapidement dans Paris, et puis après, j'ai décidé de prendre ma vie en main et puis de dire, allez tous vous faire foutre, quoi. C'est pas la meilleure solution. Et donc pendant 15 ans, j'ai vécu à travers les livres, à travers une histoire d'amour aussi qui est tout aussi chaotique que passionnante, que déstructurée et qui se structure aujourd'hui. Donc c'est le voyage en fait qui est intéressant, et les prises de conscience que tu as au fur et à mesure en fait, par des mecs et des nanas qui t'éveillent aussi à toi-même, par des lectures, par des claques que tu prends, puis t'en prends une énième, je dis bon, peut-être falloir appuyer sur pause là, puis vraiment de prendre le temps de se regarder. Et puis voilà, puis après tu fais le deuil, et puis après t'acceptes, et puis après tu mets un peu d'amour, et puis après tu mets un peu de vulnérabilité, et puis après t'essaies de lâcher un peu les valises, quoi. Pour clôturer la parenthèse rugby, est-ce que tu penses que toi, ce qui t'est arrivé aujourd'hui en tant que être encadré au niveau rugby, que ce soit par le club, l'entourage, agent, je sais pas, à l'époque il n'y avait pas d'agent, je pense, mais est-ce que tu penses que ça pourrait se reproduire aujourd'hui ou pas? Ou l'encadrement est bien mieux, les sportifs sont mieux accompagnés, oui, les rugbyman. Oui. Après, les agents ont pris conscience aussi, voilà, comme les managers aussi. Voilà, c'est pas que en entreprise, on n'est pas que des diplômes, et dans le rugby, on n'est pas que des corps avec un talent de gestuel ou quoi. Il y a des émotions. On commence vraiment à se pencher sur ces problématiques-là de santé mentale et de coaching mental aussi, parce que c'est lié. Mais je dirais la révolution que l'entreprise a engendré il y a quelques années, le rugby est en train de s'y mettre, c'est-à-dire de se poser des questions sur les modes de management, le harcèlement moral, voilà, toute la manière dont on se motive les uns les autres, et puis le développement personnel, c'est pour le bien du salarié, mais c'est aussi pour le bien du rugbyman et de la rugbywoman en fait. C'est se développer personnellement, c'est garder la notion de plaisir en soi, c'est de se révéler à soi-même. Donc on y vient. Mais à mon époque, c'était inexistant. On faisait du groupe, on faisait de la masse. Les gars seraient plus protégés quand même. Oui, ils le sont, et de plus en plus. Mais ça n'empêche pas les dérives, ça n'empêche pas les addictions, ça n'empêche pas. D'où l'importance de la prévention. Ton plus gros échec ou tes plus gros échecs, mais l'échec en tant que tel, on s'en fout. Mais surtout, c'est ce que t'en as appris ou ce qui t'a fait progresser. Tu veux nous faire en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que pro, en tant que rugbyman, ce que tu veux, ou un dans chaque, voilà. Je crois que c'est d'avoir accepté le mal qu'on m'ait fait, d'avoir fait du mal sans m'en rendre compte. Alors, faut nous la refaire le connard qu'on a été avec moi, voilà, je citerai pas, mais je le suis devenu avec ma femme, donc la remise en question, elle est très très difficile. Elle est très très dure, hein, donc j'ai failli aussi avec mes enfants, tu vois, j'ai 2 petits gars, tu vois, la notion de temps au milieu de tout ça, de se presser pour toujours le moment d'après, quoi. Ça, pour toi, c'était le plus gros échec. Ouais. Oui, je suis pas dans l'échec des finales loupées, tu vois. C'est pour ça que je précise, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément l'échec. C'est ce que toi, t'en as appris ou à partager, tu vois. L'échec est la cause de la leçon tirée, mais il faut le voir, l'échec. Oui. Parce que en général, moi, j'en ai tellement pris dans la gueule, je dis, c'est pas un échec, c'est pas grave, c'est ma vie. Puis à un moment, tu regardes, tu dis, ah oui, il y a eu des échecs quand même. Donc tu fous sous le tapis, mais c'est comme les peurs, en fait. Oui.
fous sous le tapis, puis après tu prends, tu dis ah ouais mais là il y a eu ça, là il y a eu ça, il y a eu ça, donc voilà. Donc tu fais le bilan et puis ça prend du temps à digérer. Ça prend du temps à digérer. Et après tu tires des leçons. Tu prends dans la gueule, mais c'est comme la finale le quart de finale perdu. Tu le prends, bien sûr qu'il faut faire le deuil. Et les phases de deuil, c'est t'as le droit à la colère, t'as le droit à la tristesse de dire en fait aujourd'hui on n'a plus le pouvoir sur cet événement-là. Il faut l'accepter et puis pouvoir se projeter, mais ça demande du temps en fait. Donc et puis c'est en général quand tu sors du fond de la gamelle et que tu commences à avoir les choses avec un peu plus de hauteur, que là tu tires des leçons. Là tu dis ouais mais oublie pas que c'était dans un contexte particulier. Si on parle de moi dans le rugby, oui. Le rugby se découvrait professionnel. Fabien Galtier avait pas fait le deuil qu'il était, donc il a transféré sur moi un truc à la con de voilà une espèce de. Donc ça a amené un conflit où moi j'aurais dû aussi ouvrir ma gueule. Voilà donc en fait tu tires des leçons de toutes les situations que tu as vécues en prenant ta part. Si l'autre en face il est pas capable de prendre sa part, il faut faire gaffe parce que sinon il garde du poids sur toi. Il garde une emprise. Moi, je prends ma part, et puis voilà. Donc, dans ma vie de couple, c'est comme ça. C'est toutes les leçons que j'ai tirées, c'est pour voilà, m'améliorer avec ma femme, avec mes gosses, dans mon travail et dans mon discours, et d'être aligné. Donc, les leçons, elles sont là. En fait, je tire des leçons au quotidien. Est-ce que t'en as appris ce qui t'a fait progresser? Ah oui, non, je lâche pas. Mais c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a fait progresser en tant qu'homme. Donc, je ne différencie pas le stratégique au technique du physique. En fait, tout ça est un tout. Donc, moi, j'ai un corps, des émotions, une fois de plus, un mental, une spiritualité. Donc, ça m'a appris émotionnellement à accepter mes émotions. Ça m'a appris mentalement, en fait, à arrêter de croire que j'ai un mental de guerrier invulnérable. Ça m'a appris la dépression. Ça m'a appris la résilience, la vraie résilience, de faire de son passé une force et de dire je suis quelqu'un de bien, vraiment. Mais je le pense. Et puis après, la résilience, après, c'est encore plus joli. T'es même plus à conceptualiser ta vie, parce que ça va. Donc, la conséquence et la leçon que je tire, c'est que ça va, en fait. C'est quand t'enlèves ton putain de mental et tes lunettes de merde, et que tu te révolutionnes, et en fait, t'éteins ton GSM, tu regardes par la fenêtre, la vie est belle, en fait. Ah oui. Donc, quand t'enlèves le mental, hein, donc moi, ma leçon, elle est là. C'est que vas-y, t'as un mental, c'est ton ego. Surmonte-le. Ta plus grande réussite, ou tes plus grandes réussites. Sans alcool. Hein. Ouais. Moustachu, Movember, voilà, hein. Santé mentale. Ta plus grande réussite, ou tes plus grandes réussites, ou ce que t'estimes, toi, ouais, merci, avec plaisir, ou ce que t'estimes, toi, tes plus grandes réussites, est-ce que t'en as appris? Parce que moi, on m'entend toujours discours, ouais, notamment dans le business. Ouais, il faut avoir des échecs pour réussir. Non, tu peux très bien avoir que des réussites. Qu'est-ce qu'une réussite? Qu'est-ce qu'un échec? Mais le but, c'est d'en apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce que toi, tu caractérises comme une réussite ou tes réussittes? Est-ce que tu en as appris? Alors, tu vas nous en sortir une, là, tu te marres. Rapproche-toi de ce micro si tu veux nous en sortir. En fait, je me suis auto-cité dans le pocket. Donc, il y a le bouquin, le gros format, et il y a le format pocket, et j'avais mis une citation, c'est « Et si la perfection serait d'arriver à accepter qu'il n'y en ait pas et de tout faire pour l'atteindre ?» Voilà, c'est cadeau. C'est tout. C'est tout. Les conseils. Ah, tiens. Les conseils que... Parce que est-ce que t'es... Oui, t'es à ton compte, t'as une partie d'entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur, ouais. Ouais. Les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui monte son business. Place ton URSAF. Place ton URSAF. Dès qu'il fait des déclarations. Mais non. Place ton URSAF. C'est-à-dire que moi, les 22,6, là, à chaque fois, je les zappe. Et ouais, mais je les paye, hein. Mais je les paye. Mais toi, c'est vrai que de 19 à 25, tu réfléchissais pas. Comme tu dis dans le bouquin, t'avais les cartes bancaires, les chéquiers, tu savais pas ce que c'était qu'une déclaration et tout. Eh non, mais ouais. Ah non, j'ai pas eu la même vie. C'est-à-dire que j'ai gagné beaucoup d'argent fut un temps. Et puis, parce que c'était dans mon ADN, j'ai tout donné. Parce que c'était génial. Et j'ai dit, tiens, tu veux un ordinateur portable, un truc. Tu vois, c'était la meilleure anecdote que j'ai là-dessus quand même, c'est que elle est pas mal. C'est que j'avais un contrat avec Adidas. Donc l'Adidas te filait de l'oseille et tu portais des lattes. Et puis t'avais, on va dire, 6 000 € à l'année ou 3 000 € à l'année. Je m'enflamme peut-être, mais bon, t'as 3 000 €, tu vas en boutique. Et puis là, c'est all-in, quoi. Tiens, tu vas avec ton neveu, avec ton machin, et voilà, tout le monde et c'est très bien comme ça. Et j'arrête ma carrière au mois de juin 2005. Et pour moi, je suis persuadé que mon contrat va jusqu'à décembre 2005. Donc le 24 décembre, je me pointe à la boutique, je te prends des sacs, mais plus dodus à souhait, tu vois, c'est horrible, avec des montres et des machins. Et j'arrive à la caisse, et en plein Noël, hein, t'as une queue de 10 personnes quand même. Et t'arrives et tu dis, Raphaël Poulain. Et là, il me dit, Monsieur Poulain, 3 000 €. Et en fait, mon contrat s'arrêtait au mois de juin. Donc là, tu perds la face. Tu perds pas la face. T'es au chômage, là, t'es au chômage à ce moment-là, donc tu touches 2 fois moins que ce que tu touchais avant. Mais tu tentes ta gold, en fait, qui est peut-être le dernier achat que tu vas faire à ce tarif-là de ta vie, parce que c'est juste par ego. Ouais, parce que tu regardes autour et puis bon, t'as tous les cadeaux, quoi. T'as pas envie de te faire riche, donc voilà. Donc c'est un découvert qui m'a gardé pendant 2, 3, 4 mois, tu vois. J'ai dû payer les 3 000 balles, et puis c'est comme ça. Donc oui, non, j'ai appris à gérer au fur et à mesure, et pourtant j'ai un père, et je lui rends hommage aujourd'hui, mais
qui m'a toujours dit, fais gaffe, voilà, cadre. Mon père cadre tout. Moi, je ne cadre Il faisait quoi rien. comme boulot, ton père, déjà? Il était dessinateur industriel. Ah oui, exactement. Il dessinait des bagnoles dans les années 70 qui mettaient des branlées à la Lamborghini. Et puis un jour, ma mère a dit, on va faire des enfants. Donc il a mis ça de côté. Il nous a eu, et puis il a assuré, quoi. Il a été au chômage une période où moi c'était compliqué il y a 14 ans, donc j'étais un peu le bonhomme à la maison parce qu'il faisait sa formation à Lille. Enfin, voilà, il s'est accroché, mon père. Donc le côté, mon père, ce héros, il est là, quoi. Puis jazzman. Donc voilà. Ça, t'en parles un peu dans ton bouquin. Ton avis, est-ce que l'argent fait le bonheur? En fait, je pense que là où on se trompe véritablement de notion de Tu peux me dire ta question, c'est de la merde. bonheur. Non, mais elle est bien parce qu'en fait, on a remplacé le mot bonheur par le mot plaisir. Donc le mot plaisir éphémère, de tout s'acheter, de conquérir l'extérieur, l'homme fait ça en fait. L'homme conquiert l'extérieur, donc argent, gloire, notoriété, reconnaissance. Et puis à un moment, cette réussite-là, moi j'ai eu la chance de la connaître à 20 ans. Ça a duré vraiment un laps de temps assez court. Mais ma réussite aujourd'hui, c'est que mon frigo soit plein, revenant de cette aventure, tu vois. Mon frigo, il est plein, ma femme, elle fait ce qu'elle aime, mes gamins vont bien, on est à la campagne, on a une petite bicoque, hein. Là, je suis à tel que je te parle, je suis à découvert 3000 balles. Et est-ce que j'ai l'air malheureux? Non. C'est le bonheur, en fait, il se conquiert à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai appris, moi, de la philo, de la mythologie et de tout ça, même des religions. La religion, c'est de la mythologie qui doit t'apprendre à te révéler à toi-même, donc accepter que le bonheur est à l'intérieur. Donc l'argent, bien sûr que ça aide, en fait, parce que... Mais moi, quand j'étais au RSA, ça m'a pas empêché d'avoir des découvertes de 20 000 balles, de faire ma formation de coach mental payée par un pote, que j'avais aidé fut un temps. Et puis voilà, puis c'est des coups de main à droite à gauche. Voilà, j'ai attiré ça à moi, ça m'a permis de m'en sortir. Mais à 20 000 euros, quand mon bouquin est sorti, à 20 000 euros de découverte quand mon bouquin est sorti, j'étais heureux parce que je me sentais bien, parce que j'avais franchi une étape. Il y en a eu d'autres derrière. Donc dire que l'argent rend heureux, non, mais ça contribue à un bien-être aussi, quoi. Enfin, on va pas négliger que avoir de l'argent, c'est quand même aussi agréable, quoi. L'argent fait pas le bonheur, mais de ce que tu dis, ça permet d'offrir des plaisirs. Ouais, et puis moi, ça m'a permis d'acheter les bouquins, ça m'a permis d'avoir, ça m'a permis de pouvoir faire plaisir à des gens, de me faire plaisir aussi. Moi, ce qui me rend le plus heureux du fait de gagner de l'argent, c'est l'exemple que je dis, si tu vas au resto tout seul, c'est bien. Ouais. T'invites tes potes au resto. Mais oui. Moi, je te pose la question, Quentin. Maintenant, c'est moi qui vais te poser la question. Vas-y. Moi, je me suis rendu compte que le moment où j'étais le plus heureux, c'est quand tu donnes, en fait. C'est ce côté vulnérable, quand tu demandes pardon, quand tu donnes. Moi, j'ai appris à mes gamins, quand on était à Paris, de dire, même si on roulait pas sur l'or avec ma femme quand on a commencé à avoir nos enfants, et encore aujourd'hui, mais on donnait à Léo, à 2-3 ans, on disait, tiens, va donner une pièce à cette personne, et voilà, c'est tout. C'est que, vas-y, ouvre-toi. Et donc, moi, ma question, c'est, est-ce que ce moment où tu donnes, c'est pas le moment où c'est le mieux? Mais t'as déjà répondu à ma... Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir les gens heureux, en fait. Ouais. Les rendre les gens heureux. Ouais, mais vrai, par le don, par le don d'une oreille, le don d'un... Parce que j'ai remarqué que quand tu t'achetais des trucs pour toi, c'était souvent du matériel, une fringue, un truc, une bagnole, une sape, voilà. Mais quand tu offres des choses, souvent, c'est des moments. En fait, un resto, c'est un moment, en fait. C'est pas t'en fous là où tu manges. Ce qui compte, c'est le partage. Ouais, une fleur, enfin, tu vois, moi, je vais m'obliger. Ou dire le truc que j'ai pris conscience, dire je t'aime. Ah, mais... Aux amis, à la famille, aux proches, aux gens que t'aimes vraiment, pas, voilà. Grave. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Au niveau pro. Ah. Ouh. Qu'est-ce que je fais? Je bosse pour le Stade Français, un petit format qui s'appelle le Soldat Rose. Ouais. Je vais donner la parole justement aux joueurs en activité, aux joueuses, aux jeunes. On parle de l'actualité du club. Il y a le JT, puis j'essaie d'un peu de faire marrer un peu au milieu de tout ça, mais aussi de parler de sujets qui m'importent. J'interviewe aussi des guests là. Voilà, on attend Vianney qui était joueur au Stade Français. Il joue au rugby. Donc, donc dans l'année, on essaie de se caler. On est en échange là pour essayer de caler un match qu'on commentera ensemble. Et voilà, donc on fait venir des guests. Et puis voilà, l'idée c'est de passer un bon moment pour les réseaux sociaux du stade. J'ai à peu près 3 conférences par mois aujourd'hui, donc tu vois, mais je l'ai fait de manière artisanale. Ouais. Putain de temps, j'avais beaucoup de mal à la vendre parce que je suis pas côté marketing et j'arrive pas avec des datas, j'arrive pas avec j'ai jamais été manager, donc mais je me suis donné la légitimité d'être un bon conférencier, donc j'en fais 3 par mois et à côté de ça, moi mon rêve d'adolescent, parce que j'ai découvert le théâtre au collège et au lycée, c'est de monter sur scène. Ouais. Et je l'ai promis à ma mère la veille de son départ. Et puis symboliquement, il y a beaucoup de choses derrière. Donc, et là, ce sera pas sur l'aspect thérapeutique, mais plus sur le fait d'être artiste accompli. Tu sais, j'étais artiste névrosé, j'ai beaucoup écrit, même dans Poulain Raffut, tu vois, je me considérais pas comme un artiste, mais j'avais la plume facile, en fait, et voilà, puis une liberté de ton, et j'ai essayé de garder cette naïveté de mon adolescence et de ce que j'avais vécu à Paris. Donc, je veux monter sur scène et je veux complètement, avoir assumé ce projet à la fois théâtral, et puis j'ai créé une association qui s'appelle Néo Héros,
qui va faire de la prévention des risques psychosociaux avant, pendant et après carrière chez les sportifs de haut niveau et sportifs de haut niveau. Tout sportif. Tout sportif confondu. Et on va parler de l'amateur aussi, parce que derrière, moi, quand je vois les mecs à la salle de muscu, dans une salle très connue, enfin une chaîne, tu sens que les mecs sont pas heureux. Donc, parler santé mentale, je vais essayer de m'orienter vers ce côté santé mentale masculine, parce qu'aujourd'hui, t'as un suicide toutes les minutes, c'est un homme. Voilà, 75% des suicides dans le monde sont des hommes. Il y a un vrai mal-être, mais on n'en parle pas. Moi, je vais arriver, je vais y mettre les 2 pieds, les 2 mains, les 2 bras, les machins, tout, j'y mets tout, et puis donc ce sera sur scène. Et avec Movember, notamment, voilà, on a ce projet 2024 de faire à la fois dans le microcosme du rugby, mais au théâtre, de faire à la fois un seul en scène, mais qui serve aussi à la prévention de la santé mentale. Asso, Stade Français, ouais. Conférencier, et ouais. la partie théâtrale, etc. Ouais, et au milieu de tout ça, parce que je ne peux pas m'empêcher de le lire, c'est ton rôle de père aussi et d'homme, tu vois. Donc là, j'ai 2 garçons. Est-ce que tu mets des grands ballons dans la tronche? Non, alors il y en a un qui joue au foot, voilà, qui adore le foot. Si, j'ai vu, tu leur mets des grands ballons dans le jardin dans la tronche. Oui, bon, on peut mettre là, tu pourras ressortir la vidéo. Maintenant, regardez. On la mettra en montage. Voilà, mais oui, le foot, le rugby, et puis de prendre du temps avec eux et de rigoler avec eux. Et donc aussi, quand je ne suis pas à l'extérieur pour bosser, d'être à domicile pour que elle aussi, ma femme, puisse aussi développer son activité. Elle fait quoi, ta chérie? Elle est à la fois styliste, couturière, voilà, elle est dans un trip de création, voilà, elle commence à l'assumer, comme quoi elle avait été journaliste, elle s'est beaucoup occupée des enfants aussi, qui est un vrai boulot, vraiment. Moi, je m'en suis rendu compte au moment du Covid. Tu sais, on disait que les rugbymen c'était les héros du genre humain, moi je me suis rendu compte que c'était non, mais en fait c'est la nounou, hein, c'est l'institutrice qui est l'héroïne, parce que quand tu tapes tes gosses 7 jours sur 7, en plus on n'a pas fait des introvertis, donc là tu te dis c'est eux les héros. Donc voilà, Pourquoi, ou avec qui, en tout cas toi, pourquoi travailler avec Raphaël Poulain? Mais bois un coup. Avec qui tu veux travailler? L'importance de l'hydratation, c'est sans alcool, mesdames et messieurs. Pourquoi travailler avec Raphaël Poulain? Parce qu'il est passionnant. Je te donne celle d'après. Parce qu'il est passionné et passionnant. Et avec qui toi tu veux travailler? Tout être humain, du 4-40 jusqu'à des gamins. Alors juste mon discours, il s'adresse plus à des ados on va dire 17-18 ans, parce qu'avant il y a le rêve, tu vois, il y a la notion de rêve, du super-héros et tout, mais après il y a une réalité que tu prends dans la gueule, c'est quand tu pars de chez tes parents, donc ouais, je considère qu'au vu du regard des gens quand je suis sur scène, en conférence en entreprise ou même dans le sport, ouais, être passionné parce que j'aime ce que je fais, et j'aime ce que je suis aussi, c'est pas une question d'ego, mais vraiment à un moment je me dis je suis quelqu'un de bien parmi des gens bien, c'est important. Et je suis très heureux de faire ce boulot, et je pense que ça se ressent et ça transpire dans ce que je fais, donc travailler avec moi, c'est pas du boulot, quoi. C'est juste partage d'expérience et puis de co-construire, en fait, de co-construire ensemble. Voilà, déjà un événement sur la journée et puis derrière de laisser une trace pour que les employés dans le monde de l'entreprise puissent, je dirais, changer, évoluer, avancer et puis ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et puis après au théâtre. Mais je me souviens plus du tout de ta question, en fait. Pourquoi travailler avec toi? Voilà, parce que regardez comme je tchatche, donc. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait au niveau pro? On ait pu te faire, ou une phrase, ou souvent on en a une petite punchline. Non, c'est plus un regard, en fait. Ouais, voilà. C'est plus un regard, en fait. C'est le regard, en fait, des gens quand j'interviens en entreprise. Ça leur fait du bien. Ouais, tu sens qu'ils se connectent à des émotions et que on est beaucoup en colère en ce moment, tu vois. Mais là, tu vois, quand tu vois des rires sur le regard des gens, et je pense que c'est ce que tout artiste aussi va peut-être chercher aussi, c'est de se reconnecter à nos émotions, quoi. Et voilà, le sourire d'une larme ou d'une colère en disant mais ce con qui se pète le bras en faisant un bras de fer, après la couille mal à la main. Donc c'est les réactions qu'ont les gens en fait quand je raconte mon histoire. Donc voilà, partageons des émotions, quoi. Putain, je l'ai oublié, c'est un monstre, un acteur français qui a dit ça. Il a dit non, on est dans une époque où on sourit mais on rit plus. Grave, alors que rien. Comment il putain, et c'est un monstre. Hein. Pareil, là c'est comme tout à l'heure. Mal en vain? Non, ça va revenir. D'accord. Pourquoi ne pas travailler avec toi? Avec qui tu veux pas travailler? Aux managers qui me font venir pour coacher seulement les managers. Aux managers qui te font venir pour coacher seulement les managers et qui veulent pas se faire coacher. Voilà, c'est comme les mecs, tu vois, qui disent bon ben voilà, il faut que tu me coaches les mecs de 18 ans parce que là il faut qu'ils soient responsables, ils vont rentrer dans une vie professionnelle rugby. Je vais leur dire mais à 18 piges tu rêvais de quoi? Donc je vais pas leur imposer ça. On a la génération qu'on mérite en tant que manager ou en tant qu'homme, en tant que femme. Donc voilà, la génération elle nous électrocute là-dessus, quoi. Donc quand des managers me font venir en me disant ouais là pour mon équipe, ouais mais en fait faut que tu fasses partie intégrante de ça parce que tu donnes la possibilité au manager de se dire mais le manager lui aussi se remet en question ou lui aussi vient apprendre quelque chose, lui aussi vient parce que c'est si tu mets toutes tes équipes de managers et puis que tu sors en disant je reviens ce soir ou
Il faut que tout le monde joue le jeu, Non, tout le et c'est monde pour soit ça partant. quand on fait en fait, on fait des formations sur des demi-journées et des journées avec Vincent Trégaro. Et en fait, on propose. Oui, tu peux que t'es plus tout seul. Hein. Ouais, alors je fais tout seul, mais j'aime bien l'idée. Tu sais quoi? Tout seul et à deux, tu fais. Je le fais seul. Je fais des séminaires et des conférences sur 1 heure, 1h30, si on a besoin justement d'un bon moment. Mais j'ai un tarif, mais je préfère prendre 2 fois moins et de greffer mon pote. Parce que il y a à la fois la trace émotionnelle, l'ouverture que j'offre à travers mon parcours. Ouais. Et puis derrière, lui, il arrive en arrivant avec des outils théoriques, et qu'on met en pratique ensemble sur la journée. C'est-à-dire que je suis pas que là pour faire les conférences, mais derrière, je joue le jeu aussi du consultant avec le coach en entreprise, Vincent, qui lui apporte son expertise entreprise, et moi j'y viens en mettant des petits exemples de ce que j'ai vécu, en participant aux exercices. Ah ouais. Et je préfère prendre 2 fois moins, mais de le faire avec lui, parce que le travail d'équipe, quand t'as passé 15 ans en introspection au fond de ton canapé, avoir peur de sortir de chez toi, quand tu reviens, la réalité, ça plus la même saveur. Les restaurants que tu fais, ils sont bons, tu vois, ils ont une vraie saveur. Et de travailler en équipe, mais c'est tout ce qui t'a manqué en fait quand t'as arrêté ta carrière. Donc moi de bosser avec lui, c'est génial. Ouais. C'est la co-construction d'événements avec les managers dans les entreprises. On propose des demi-journées, des journées, et puis un suivi sur la longueur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce boulot-là que j'aime. Ouais. Donc il y a pas de bosser avec moi, de pas bosser avec moi. En fait, c'est un travail collégial, donc c'est vraiment de sentir que la personne qui me fait venir veut aussi tout le monde soit impliqué. Ouais, tout le monde soit impliqué. Comment tu vois l'avenir du rugby et comment tu vois l'avenir de ton domaine à toi, ce que tu fais au niveau pro? Parce qu'on a dit, on n'a pas de gros mots, pas de coach, pas de consultant, pas d'expertise. Comment tu vois l'avenir de ces 2 domaines? Alors, le domaine rugby, je trouve qu'il évolue plutôt bien. Après, il y a, comme dans tout domaine, des excès. Il y a de la prévention. Donc là, c'est mon cheval de bataille aujourd'hui, tu l'auras bien compris. Mais je trouve que le rugby évolue bien, qu'on a une génération de mecs qui est top, justement, au sein de l'équipe de France. Que le top 14 se porte plutôt bien. Voilà, moi j'aime bien les storytelling de Toulouse, tu vois. J'aime bien l'histoire aussi qui est en train de créer le Stade Français. C'est pas parce que j'y bosse, mais c'est mon club de cœur et je vois tout le travail qui est mis en place par Thomas Lombard et toutes ses équipes, tu vois, pour garder le fil de ce côté précurseur au stade. J'aime bien ce qu'a fait Bayonne avec Yannick Bru avant qu'il parte à Bordeaux. Donc j'essaie de regarder le rugby toujours avec ce regard amateur du mec qui vient de Beauvais et qui a eu la chance de goûter un truc extraordinaire, mais qui garde ce regard un peu enfantin, un peu de gosse au fond du bus. J'aime bien cette idée, donc j'aime bien les histoires, tu vois, dès que tu peux piocher une petite histoire dans un article ou un truc, ça me passionne parce que le rugby amateur c'est comme le rugby pro en fait. Ouais, moi j'ai remarqué ça quand on en parlait, quand j'avais été à l'USAP, je me suis dit en fait c'est pareil que chez les amateurs, t'en as un tiers qui font le job, un tiers qui sont lambda et un tiers qui en ont rien à foutre. J'exagère un peu. Ah ouais, mais moi j'ai vu d'autres mieux placés que moi, mais j'ai vu des mecs arriver à l'entraînement le vendredi chargés comme des bêtes de la veille, soirée étudiante, parce qu'ils disaient de toute façon ce week-end je vais pas jouer, je m'en branle. Et en fait tu les retrouves pareil dans des clubs amateurs, et comme dans les amateurs t'as les gars qui font le job, pas de poulet, badois, tout le circos. Et en pro, t'as les mêmes. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'on oublie, mais c'est pas parce que tu gagnes de l'argent, c'est pas parce que t'as la notoriété, mais en fait, c'est les mêmes personnes. Ouais. Mais tu parles d'une période, je pense que ça l'est beaucoup moins maintenant. Ah oui, je pense. Mais à justement, à cette époque-là, oui. Oui, toi, oui. Où c'était le bus, voilà. T'as les introvertis au début du bus, et puis t'as les petits cons au fond du bus, voilà. Mais il faut de tout, et c'est ça qui est génial, quoi. Et ton regard sur l'activité, il y en a beaucoup qui disent ça, moi, j'ai pas vraiment d'avis, mais sur l'activité, j'aime pas le mot coach, mais consultant ou d'expertise, comme ils disent, tu auras un coach pour la bouffe, un coach mental, un coach. C'est quoi pour toi ton regard sur l'avenir de tout ce monde-là, ou de ce que tu fais aussi? Je trouve que c'est à la fois du bon sens. Moi, après, c'est comme tout, hein, le rugby, c'est découvert professionnel, donc il y a eu des excès dans tous les sens, comme avoir 30 mecs dans un staff. Oui. Oui. Voilà, où tu mets les limites aussi de la data, par exemple. Ouais, c'est ce que je disais à un moment donné, phase finale en top 14, c'est... Ouais, voilà. Ça ferraille, quoi, c'est tout. Voilà, et donc il y a des limites à mon avis au niveau de la data, parce qu'on perd aussi, on perd des pépites, je pense, dans les centres de formation, on perd des pépites. Mais comme il y a 10 ans, quand j'ai fait cette tournée des pôles espoirs, il y a un des responsables des pôles espoirs qui dit, mais on sait qu'on fait de la chair à canon. Ouais. C'est quand même chaud de la part d'un mec. Ouais, mais c'est bien de le dire au moins. Ah, mais oui, mais après c'est entre au coin du rad, hein, tu vois, ça se sait pas. Mais moi je l'ai pris en pleine gueule et je sortais d'une carrière où quand même 6 opérations en 7 ans et le mec te dit ça. Mais voilà, le rugby, comme je dis, c'est Mbappé qui dit, hein, le rugby il a évolué.
Et oui, le rugby, il a évolué. Aujourd'hui, c'est plus la même génération, c'est plus la même préparation physique, c'est plus la même préparation mentale. On commence à accepter les coachs mentaux dans les clubs. Donc, voilà, ça se révolutionne au fur et à mesure, mais il faut prendre des claques dans la gueule pour avancer. Donc, c'est comme le tout data, le tout haute performance, oui, mais il y a l'humain aussi au milieu. C'est Hugo Mola qui disait il y a pas longtemps, mais si j'avais écouté la data, j'aurais sorti un tamac à la 70e. J'ai vu là, cette semaine ou la semaine dernière. Donc, où tu places l'instinct, où tu places aussi on a formaté des gonzes. Le French flair. Voilà, ouais, bah, ça c'est encore de la branlette philosophique, hein, mais où tu places l'instinct, quoi. Alors, moi qui parle d'instinct, on m'a toujours demandé d'aller foncer dans les défenses, ça me suffit faire un cadrage débordement, ni une passe. Mais je suis admiratif, moi, de ces mecs-là, quoi. Les Ntamak, de ce qu'il a fait, Antoine Dupont, voilà, t'as des mecs comme ça qui, dans tous les clubs, t'as un mec ou deux qui rayonnent, qui peut te faire marquer, gagner un match sur un éclair de génie. C'était Domi à l'époque, là, ça a été Ntamak sur cette finale. Mais la data, oui, ça va. Moi, ça m'emmerde. Ouais, tout simplement. Vous l'avez compris, ça m'emmerde, voilà. C'est quoi c'est quoi le quotidien, une semaine type ou une journée type de Raphaël Poulin? Oh la vache. On va rentrer un peu plus. Ouais, fut un temps, c'était quand je faisais Poulain Rafut, je préparais l'émission, parce qu'il y avait comme une belle préparation. Je préparais l'émission et j'enregistrais une demi-heure le jeudi après-midi et j'avais une conférence par mois. C'est-à-dire que je bossais de 14h à 17h sur Eurosport avec une conférence par mois et comme j'avais un joli tarif, ça me permettait de vivre. Mais le temps, la notion de temps là, elle devient vraiment étouffante parce que à quoi je sers, qui je suis aussi, tout ça. Donc ça, je te parle vraiment quand j'étais dans l'introspection et puis voilà. Et au fur et à mesure, j'ai assumé de prendre le temps. J'avais écrit dans un seul en scène un one man show que j'avais écrit en 2008. C'était je cours après le temps qui passe, le temps qui soi-disant me manque. Faut que je prenne le temps de voir le temps passer, mais j'ai pas le temps. Et en fait, on court après quoi? Et je me suis rendu compte un jour que je ne courais qu'après moi-même. Donc depuis que j'ai décidé d'arrêter de courir, mes semaines c'est je dépose mes enfants quand je suis à la maison, je dépose les enfants, j'ai la journée et j'écris. Et je prends le temps et je fais mes factures et je fais mes papiers et je prends mes rendez-vous et je fais des visios. Tu vois, j'ai des étudiants qui m'appellent pour parler en sociologie de la complexité de l'après-carrière. Ben, je réponds toujours parce que voilà, et je prends le temps de leur répondre. Donc j'ai du temps et c'est plutôt cool. Maintenant, entre les 10 jours passés à Paris par mois, plus on va dire 3 conférences en moyenne par mois, plus la vie de père, la vie de mari. Et puis le créatif en moi, j'ai pas trop de temps pour m'ennuyer, mais j'ai du temps pour me reposer aussi l'esprit. Donc, parce que la fatigue physique, elle est tout aussi importante que la fatigue mentale, hein, oui. Quand tu vas pas bien. Mais par contre, quand c'est assumé et que tu vas bien, faire une sieste de 3 heures, ça ne me dérange absolument pas. Si je peux en faire 3 fois par semaine, je le fais. Et j'adore aussi, je fais du sport aussi. Je fais, on va dire 3 fois du sport par semaine aussi. Donc voilà, ça commence à être bien cadré. Mais je reviens d'un temps où 24 heures sur 24, on va dire 23h30 sur 24. J'étais seul avec moi-même. Et donc là, t'es content de revoir les gens. Je suis content d'être avec toi, Quentin. T'es content de revoir les gens. Et puis voilà. Puis comme puis t'as toujours été en vrai, t'as été à l'école, t'as été en rugby, t'as toujours été en groupe. Hein. Moi, des fois, ça me manque. Hein. Pour parler, moi, de la solitude, ce qu'on appelle le solopreneur, le gars qui a son business tout seul, personne n'en parle, mais c'est un gros. Grave. T'es tout seul, tes décisions, des fois, moi, je demande à des gens, ils connaissent rien. Et il est limite, je fais ça ou pas? Ouais. Bon, vas-y. Hein. Ouais, mais il y a le côté instinctif aussi qui est bon derrière, puis d'avoir confiance en soi. Ma phrase préférée, c'est suivez votre cœur et votre intuition, ils connaissent déjà le chemin. Mais grave. Mes phrases préférées. Mais ouais, donc ça veut dire, tu vois, je te disais d'enlever les putains de trucs, les rôles et tout ça pour suivre l'instinct. Mais on t'a jamais appris ça. Pense à travers un mec qui derrière un nuage va te sauver quand tu seras mort. Ou tous les 5 ans, un président qui va te sauver. On reste en mode adolescent. Tu vois, ce mode adolescent où soit t'affrontes, soit tu fuis, soit t'as peur, soit t'as machin. Et la confiance en soi, c'est le moment où tu t'es rendu compte que t'es rentré dans le bocal et c'est tous ces rôles-là à la con aussi qu'on te met sur le coin de la gueule et que tu prends un bras-le-corps, hein, parce que ça te rassure d'être sauveur, d'être victime. Responsable. Puis à un moment, tu viens juste t'asseoir en fait sur le bord du bocal, c'est là où t'es rentré à ta naissance. Et tu regardes à l'intérieur, tu dis mais regarde-moi ce bouffon, regarde-moi ce truc. Puis j'ai joué à ça. Et l'extérieur, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, c'est Dieu, c'est la confiance en soi. Et quand t'es bien avec toi-même, c'est là où tu rayonnes. Tu vas moins chercher à l'extérieur. Donc la solitude est plus une force qu'une faiblesse. L'émotion d'être seul, elle est horrible. Moi, je l'ai vécu au milieu d'un terrain devant 10 000 personnes, c'est horrible. Je crois que la peur la plus importante au monde avant la mort, c'est la peur de l'abandon ou la peur d'être seul, justement. Ouais. Je crois que c'est ça. Et je pense qu'on est tous tellement séparés les uns des autres que on est tous en dépression. Le problème, c'est qu'on s'est accepté. Juste, tu nais seul, tu meurs seul. Mais toutes les rencontres que tu vas faire, c'est ça qui va te construire. Et c'est le voyage qui est intéressant. C'est pas obligatoirement le bouclier de Brennus.
même si c'est génial, mais c'est tout ce que tu mets en place pour l'atteindre, individuellement et collectivement. Bon, moi, j'étais spectateur, je pas joué les finales, mais je sortais mes popcorn parce que je voyais, même si j'étais très triste, mais je voyais la force d'un Diego Dominguez, je voyais la force d'un Juan Martín Hernandez qui était à 50% quand moi j'étais à 100%. Vas-y, quoi. Et et j'ai eu cette chance de pouvoir me rendre compte de la chance d'être spectateur aussi d'un théâtre de vie comme ça, quoi. C'est fort. Ce que tu ne nous dis pas, c'est que tu prépares le marathon de Paris. Et je fais 108 bars. Un défi qui te fait rêver, ou un rêve? Eh ben, tu vois. Alors, mon rêve, pas le marathon. On va pas nous sortir le marathon. Là. Non. Le défi et le rêve qui va devenir réalité, c'était de monter sur scène. C'est devenu une utopie quand le Covid est arrivé, parce que je devais monter sur scène à Avignon en 2020. Et le Covid est arrivé, donc tout annulé, quoi. J'ai dû annuler. Là, c'est prévu dans combien de temps, monter sur scène? Bah, je l'ai déjà fait, je me suis fait un kiff au mois de juin. Ouais, je me suis fait un showcase au mois de juin au Théâtre Michel, là. Oui, Michel. Théâtre Michel, là, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Haussmann. Et c'était génial. Donc derrière, je sais que de toute façon, il va y avoir une aventure de 2-3 ans où je vais être sur scène. À la fois pour la prévention des risques psychosociaux et la santé mentale, et puis être au théâtre là dans les mois et les années qui arrivent. Ce qui fait rêver, c'est être sur scène partagé. En tout cas, ce rêve professionnel, il est là. Ouais. Oui, après moi, mon rêve, j'imagine un lieu en fait dans le sud de la France avec femmes et enfants. On en avait parlé il y a quelques mois, tu vois. Ouais. J'ai ce lieu, tu vois, en tête avec un théâtre, avec peut-être des chambres d'hôtes, mais d'avoir une maison accueillante comme l'était celle de mes parents et celle de ma belle famille, de ma femme. Et puis voilà, et puis au milieu la couture, la création, 3 canapés, des barbecues, et puis voilà. Et ça c'est plutôt pas mal parce que comme une fois de plus, quand tu reviens de cette solitude, ces moments-là ils sont essentiels, quoi. Et donc d'avoir ce lieu, je pense que ça c'est mon rêve d'homme, c'est d'avoir mon lieu avec femmes, enfants, et voilà. Sur l'aspect professionnel, ça passera par monter sur scène, ouais. Ce que les gens pensent vrai, on va faire d'abord le rugby. Ce que les gens pensent vrai sur ton domaine, sur le domaine du rugby, ce que les gens pensent vrai sur le domaine du rugby qui est totalement faux. Souvent les croyances. Ah bah les valeurs. Les valeurs du rugby. Bah les grandes valeurs. C'est de la branlette philosophique, c'est de la branlette marketing. Elles existent pendant 80 minutes, elles existent quand t'es joueur, tu vois, ou quand t'es Martine, ça fait 30 ans que tu fais les cafés et que tu penses les plaies des enfants. Je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois. Et ça, après, t'es traité comme une merde. Ce rugby-là, amateur et pro, les valeurs, elles sont incarnées au quotidien, en fait. Elles sont c'est ce qui est incarné au quotidien par les clubs amateurs ou pro. Mais derrière, quand on va vendre des grandes valeurs d'être au soutien, je sais pas, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que il y en a beaucoup qui sont laissés sur le bord du terrain, en fait. Dans le milieu professionnel, notamment, tu sais que sur une génération de 300 joueurs, t'en as 30-40 qui vont percer de cette génération-là, et les autres. T'en as beaucoup qui arrêtent. T'en as beaucoup qui sont dégoûtés du rugby. De plus en plus tôt, je remarque. Ouais, parce que, et puis après aussi, il y a c'est sociétal aussi, hein, il y a le physique aussi maintenant, c'est il y a le physique. Ils sont plus comme toi à l'époque maintenant. Ouais, donc il y a beaucoup de, les valeurs, ouais. Ouais, il y a des valeurs qui doivent être un peu plus incarnées, et je pense qu'on s'est un peu perdu, mais parce que le rugby s'est découvert parce qu'il y a eu de l'argent, parce qu'il y a eu, il y a eu un vrai business. Et c'est du business, et c'est du sport spectacle, très bien. Mais au milieu, pour gagner des titres, t'es obligé d'avoir ce supplément d'âme. Et peu d'équipes l'ont. D'ailleurs, il y a qu'une équipe qui gagne en fin d'année, c'est ce supplément d'âme, c'est ce moment où... Ça me fait penser Castres. Ouais, ça fait penser à Castres en 2018. Jamais le plus gros effectif et qui ont tapé 2-3 titres quand même à l'époque. Ouais. Et on ne les attendait pas justement à ce niveau-là. Donc c'est... Okay, mais les valeurs. Moi, tu vois, c'est ces aventures humaines en fait qui sont inspirantes, quoi. Mais c'est l'aventure humaine. Hein. Mais oui, complètement. Et en fait, elle s'explique pas, elle se vit, quoi. Et donc les valeurs, elles s'expliquent pas. C'est ça que je veux dire, en fait. Les valeurs, elles s'expliquent pas, elles se vivent, elles s'incarnent. Sinon, c'est de la branlette. Moi, je te dis, le bon discours en 2012, on va dire des grandes valeurs du rugby, c'est génial. L'amour, aimez-vous les uns les autres. Un connard à domicile. Donc voilà, quand c'est pas incarné, quand tu sens que ça pue, et quand tu reviens de ce voyage-là, tu sens qu'on se fout de ta gueule. Donc le rugby va bien, mais voilà, il faut des garde-fous. Est-ce que les gens pensent vrai sur ton domaine, qui est totalement faux, sur l'aspect connaissance de soi, mental c'est de la branlette philosophique aussi. Hein, ouais, c'est de la branlette psychologique. Ça, c'est de l'image qu'on peut se faire justement de vas-y, t'encules les mouches en plein vol.
Ben, c'est toujours plus facile de dire, ouais, mais non, mais Poulain, il est gaucho révolutionnaire, il veut révolutionner le monde, il veut sauver le rugby avec son coaching mental, avec sa prévention. Non, moi, j'ai rien à sauver, hein. Moi, c'est bon, je l'ai dit, mon frigo, il est plein, ça va. Mais tu auras toujours une réaction un peu épidermique si tu as envie de faire évoluer les choses. Donc, Ouais, mais c'est toujours plus facile de critiquer que de chercher à comprendre. Mais complètement, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est à la mode. La critique du jugement sans fondement est à la mode, parce que tu remarques quand tu fais un retour sur soi que c'est tellement complexe de se connaître qui je suis pour juger l'autre. Ouais. Moi j'ai mis 41 ans à me connaître, encore aujourd'hui. Même si j'ai fait quand même j'ai fait 10 fois le tour de moi-même. C'était long. Mais, et c'est salvateur parce que derrière, t'as plus envie de juger. T'as plus le temps pour ça, en fait. Ouais. T'as plus le temps de nourrir le négatif, t'as plus le temps. Alors, t'as le droit d'être en colère de temps en temps, tu vois, de dire non aussi quand ça te gonfle. Mais t'as plus le temps pour, t'enlèves les lunettes de merde et tu regardes par la fenêtre, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. T'as plus le temps pour la merde, pour l'agressivité, t'as plus le temps. J'ai dit ça à mes potes la semaine dernière, je leur ai dit la prochaine fois que je critique quelqu'un, vous me mettez une tarte, vous me dites, t'avais dit que tu critiquais plus jamais personne. Ouais. C'est bête, hein, mais déjà. Ouais. Et là, un exercice que j'avais essayé de faire, c'est quand tu vois quelqu'un qui arrive, ne pas le juger. Oui. Et ça, c'est dur. Mais je le fais dans la rue, mais oui. Et aussi, l'autre exercice que je me marre, c'est que tu fais des sourires aux gens et te rendent des sourires. Oui. Mais oui, mais ils doivent nous prendre pour des teubés, on doit être les deux seuls de France à être comme ça. Mais non, mais c'est dur de pas juger l'apparence quand tu vois la première personne. Oui, c'est très difficile parce que c'est le côté, peut-être, je sais pas, le côté animal, tu vois. C'est comme soit t'affrontes, soit tu fuis. Et après, on te demande en entreprise de collaborer. Non, sans déconner, mais il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, à se comprendre, tu vois, et le jugement, comme tu dis, c'est la peur qui amène la colère et la peur et l'ignorance amènent à la haine et amènent à la violence. Mais en fait, et quand t'as ce discours-là, les mecs, ils te prennent pour Jésus, on dit, mais Poulain, regarde le spirituel. Ta gueule, putain! Il est encore en burn-out. Mais oui, mais non, mais... Il est encore en burn-out, laisse-le, j'ai lu son bouquin, il est encore en burn-out. Donc c'est... Moi, j'ai envie de partager ces sensations-là parce qu'elles sont bonnes, quoi. Ça demande de l'entraînement. Oui. Mais derrière, je me suis séparé du regard du mec ou de la nana qui va dire, regarde encore un éliminé, encore un spécial. Ouais, mais t'as une vraie histoire. C'est pas pour dire parce que c'est toi, parce que je suis avec toi, mais toi, t'as quand même une vraie histoire et t'y es passé un peu au fond de la gamme. C'est parce que il y en a, ils s'inventent des douleurs, hein, parfois. Hein, on m'a volé mon Lego quand j'étais gamin. Ça va, quoi. Il y a des trucs. Voilà, tu vois, il y a des gars, ils ont pris des vrais coups de latte, quoi, des vraies histoires. Et comme tu le dis, quand moi. C'est des trucs tout bêtes, mais là, il y a 2 semaines, on était en Afrique. Alors, pareil, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais toi, quand tu vas au Resto du Cœur, tu les vois, les vrais gars qui disent rien, qui ferment leur gueule, et c'est eux, comme tu dis, les vrais héros du quotidien. Ah, bah non, ouais, c'est. Là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Une citation que tu aimes, une phrase que tu veux partager, un message à véhiculer, un truc, lâche-toi. Nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. Est-ce que tu veux développer? Développe. Tu penses de la merde. Tes émotions, c'est de la merde. Tes comportements, c'est de la merde. Tu penses bien, tes émotions sont bonnes, et t'attires à toi ce côté. Donc, comme on s'est entraîné à penser de la merde, en mode adolescent, tu vois, toujours être dans le jugement, on en parlait, tu vois. Mais, voilà, fais une pause là-dessus, et puis voilà, change ton regard sur la vie, déjà sur toi-même, sur ta femme, sur tes gosses, voilà, apprends. Et apprends à t'aimer, quoi. Et donc, quand tu parles d'amour, il faut que ça transpire, quoi, sinon c'est de la branlette philosophique. Mais si tu penses positif, tes émotions sont positives, et voilà, et donc tu somatises aussi moins, psychologiquement et physiquement, donc tu vas bien, tu rayonnes, et puis voilà, puis ça va pas plus loin que ça. Ouais, ça, moi, c'était mon domaine, personne n'en parle de la blessure aussi, liée à l'aspect mental. Non, le corps somatise les maux de l'âme. Tu vois le Raphaël Poulain on va prendre celui de 18-19 ans qui va basculer pro rugbyman. Tu le vois bien, hein? Non, ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y. Ça va piquer. Non. Qu'est-ce que tu lui dirais? Toi là, tu vas me régaler, toi. Mais là, je sors les popcorn. Je me dis à 43 pistes, tu vois, là, j'ai juste, c'est marrant parce que vous voyez pas, mais il y a juste un écran. Et là, j'aurais envie de voir, mais en fait, voilà. Juste être spectateur de ma vie, mais d'entre 18 ans et 28 ans. C'est une boucherie. Quel conseil tu lui donnerais alors? Mais il n'y a pas de conseil à donner. Je dis, putain, mais regarde-moi cet abruti, c'est con. On te l'avait dit, voilà. Oh, le pauvre, quand même, il a chargé. Ah ouais. Puis la rencontre se dit avec ma femme qui m'a amené à avoir des enfants. Donc. Non, j'ai un regard bienveillant sur ma vie, quoi. Je pense que c'est marqué sur ma gueule. J'ai un regard bienveillant sur ma vie, j'ai pas de conseil à lui donner à 20 piges. Il a pris, t'imagines, ce petit poulain, il a pris 3 boucliers, il a fait 70 matchs au Stade Français. 3 boucliers. Un bouclier tous les 23 matchs. Pas beau l'histoire? Ouais, tu vois le ratio? Et j'ai pas joué les finales, j'étais spectateur. Mais j'ai mes boucliers, mes gamins, ils jouent aux cow-boys et aux indiens avec, ils s'amusent avec. Voilà, ils vivent encore. Mais c'est tous les souvenirs qui m'ont amené à gagner ces boucliers, même si j'ai pas joué les finales. C'est une aventure extraordinaire. Donc. Non, j'ai pas de conseil à donner, je vais regarder et je dis, vas-y, régale-moi.
Et on va prendre le même. Il a un peu grandi. Ah, il a pas grandi. Le Raphaël Poulain qui est après carrière, qui se cherche un peu, et on finira là-dessus. Je te laisserai le mot de la fin. Je te dirai juste merci. En tout cas, c'était un plaisir. Mais le Raphaël Poulain après carrière, qui a mis du temps pour en arriver là où il est aujourd'hui, à la personne que tu es devenu et que tu vas continuer à être, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, merci pour le voyage et merci de t'être posé certaines questions et merci d'avoir pris des grands coups de pied dans la bouche et puis merci à la vie de t'avoir mis tout ça entre les pattes parce que comme je dis toujours, hein, si je perds pas ma couille en 2001 à Béziers, je rencontre pas Gianni. Si je rencontre pas Gianni, je fais pas ce théâtre. Enfin, tous ces voyages qui m'ont amené à rencontrer ma femme et la dépression et l'homme en moi et de devenir père. Si t'enlèves peut-être un quart de seconde de cette histoire, bah, peut-être que j'ai pas cette vie-là. Donc je suis pas à t'en parler maintenant. Dire à ce mec-là de 28 ans, je suis chapeau parce que t'es devenu un gros con, t'en es revenu. Je le suis encore un petit peu. Hein, je suis encore un peu connard, normal. Pas que je sois une espèce de perfection à la con, ça serait encore un truc d'égo, mais le voyage, il est top, en fait. Quand il est assumé, donc, merci à ce gamin de 18 ans, à ce mec de 28 ans, de 33 ans, de s'être cassé la gueule comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans et je suis bien avec moi-même, et c'était le but. Donc, tu vois, je commence à trouver ça, là. Et je vais le faire sur scène, et ce que je voulais, c'est d'être en adéquation entre ce que je suis sur scène et au boulot, et dans ma vie au quotidien. Parce que j'ai joué trop de rôles pour j'ai été connard et je le sais, donc j'ai fait tomber le masque chez moi et donc j'essaie d'être aligné entre ce que je représente et ce que je suis et Merci à toi.